Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Média. Dans ce nouveau numéro, nous parlons des troubles auditifs et nous mettons l'accent sur le handicap auditif. La question vous intéresse, Monsieur Camille Tanokwasi, parce que vous êtes le président de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Alors pourquoi la cause des handicapés auditifs vous préoccupe-t-elle? La réalité, dans toute entreprise humaine, il faut d'abord avoir un pied sur lequel ou une raison fondamentale sur laquelle on s'appuie pour pouvoir avancer. Nous avons eu la grâce de pouvoir mettre, mon épouse et moi, notre première fille qui est en situation de handicap auditif. Le parcours que nous avons mené nous a permis de prendre conscience et de dire il ne faut pas aussi que les autres souffrent de cette même difficulté que nous avions traversée. Voilà pourquoi nous nous sommes constitués. Et je crois qu'aujourd'hui, cela fait son petit bonhomme de chemin. Ça nous a permis nous-mêmes de comprendre, de faire le deuil du handicap de notre enfant et de pouvoir aider nos pères, les parents. On en saura un peu plus tout à l'heure. Nous avons également l'honneur de recevoir une grande figure de l'ORL sur notre plateau, professeur Adjouarit Pascal. Vous êtes professeur titulaire d'otorino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. Merci et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur. Alors, 466 millions de personnes qui souffrent donc de troubles auditifs. Au niveau mondial, ça fait beaucoup. Et tout près de nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, quelle est la situation? Alors effectivement, bon, les chiffres sont possibles, mais ne sont peut-être pas toujours tout à fait près de la réalité. Mais en fait, on estime à peu près en Côte d'Ivoire environ à 13 à 15% de la population qui souffrirait de troubles auditifs, dont 10% d'enfants. C'est quand même alarmant. Et surtout, à la naissance, Ouais. environ 5 à 6 naissances sur 1000 d'enfants sourds. Donc, effectivement, c'est extrêmement préoccupant, d'autant plus que même l'OMS a classé le handicap auditif comme troisième handicap mondial, avant même la cécité. Avant même la cécité, d'accord. Donc c'est quand même, je vais dire, un fait important. Très important. Malheureusement, il y a des facteurs qui militent en défaveur du trouble auditif, surtout le problème du fait que c'est un handicap non visible. Et puisque nous en parlons, on voudrait déjà savoir qu'est-ce qu'on appelle trouble auditif, professeur? Alors, l'audition, donc un des sens qui permet d'entendre et ensuite de comprendre. Donc, ce qui fait que c'est le trouble de l'audition, c'est le fait de ne pas entendre et de ne pas aussi être en contact avec, donc, son entourage. La communication étant un des éléments fondamentaux pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir être en alerte avec notre environnement. D'accord, on va comprendre comment est-ce que vous mesurez ça. Est-ce qu'il y a différents types de troubles auditifs? Ah oui, il y a différents types. D'abord, l'hypoacousie, c'est-à-dire la diminution de l'audition, est le signe d'alerte. Ensuite, lorsque nous recevons les patients et que nous faisons les examens, on peut maintenant faire les différents types de surdité. Alors, la surdité, vous allez avoir, en fonction du fait qu'elle touche la partie externe et moyenne de l'oreille, elle va être une surdité de transmission. Si c'est au niveau de la partie interne où il y a les cellules de l'audition, c'est une surdité de perception. Ensuite, vous avez les différents types de surdité en fonction de l'importance. Elle peut être moyenne si elle est environ à 20-40 décibels de perte. Elle peut être légère à 20-40 décibels de perte. De 40 à 70 décibels, elle va être moyenne. Et de 70 à 90 décibels, elle va être sévère et ensuite profonde. Mais à ces différents types de surdité, ce qui est très important, c'est qu'une solution est possible. Une solution est possible, on peut toujours... Type de surdité a une solution. Ah bon? On verra donc tout à l'heure quelles sont les solutions que vous apportez. Alors, vous nous disiez à l'instant que votre fille souffre donc d'handicap auditif. Cela a commencé à quel âge? Selon ce que nous avions, mon épouse et moi, regardé, nous pensons que dès avant que le système du langage se mette en place, donc je vois un an et demi, parce que avec un peu de recul, nous pensons que c'est à ce moment-là que la situation, nous avons pu découvrir ça et regarder. Et lorsque ça a commencé, professeur l'a dit tout à l'heure, c'était, je veux dire, quel type de trouble de l'audition? Est-ce que c'était les troubles de perception?
C'est pour vous dire qu'au départ, c'est notre première fille, donc on est naïf, on ne connaît pas bien ça. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on découvre. Mais sinon, quand elle a démarré au départ, pour nous, il fallait attendre puisqu'elle ne réagissait pas comme les autres. Donc on a dû parcourir les hôpitaux, on a dû voir les spécialistes, on a dû regarder. C'est 1 an et demi, 2 ans et demi, 2 ans après l'avoir parcouru un peu partout qu'on nous a dit finalement qu'elle souffre d'une surdité de perception. Donc ça veut dire que son trouble n'est pas avant, comme on l'a dit, mais c'est vraiment au niveau de l'oreille par rapport au conduit, au niveau du nerf. Donc c'est une surdité de perception. Alors, professeur, là on va parler de la détection. Comment savoir qu'une personne souffre de troubles de l'audition? Monsieur Camille l'a dit à l'instant, la petite ne réagissait pas. Alors comment on détecte les troubles de l'audition? Alors dans ce processus de diagnostic, effectivement, au départ, ce n'est pas toujours évident, mais ça, progressivement, vous n'entendez pas. Vous entendez de moins en moins. Et vous avez tendance à demander à ce qu'on répète, à ce qu'on parle beaucoup plus fort. Vous augmentez la télévision, vous augmentez la radio. Et donc, progressivement, vous commencez à être gêné. Vous n'entendez pas tout. Et à ce moment-là, quand vous consultez, eh bien, le médecin va faire ce qu'on appelle une otoscopie, c'est-à-dire qu'il va regarder le conduit auditif et la membrane tympanique. Ensuite, il va faire un examen fondamental qu'on appelle un audiogramme. Cet examen va permettre, quand on va vous envoyer des sons, et en fonction de la réponse que vous allez donner, à faire des courbes qui vont nous permettre de savoir si vous avez une surdité, de quel type de surdité il s'agit. À partir de ce moment-là, si vous avez une surdité de transmission, c'est-à-dire que le problème se situerait au niveau de l'oreille moyenne, puisqu'on a regardé le conduit, s'il est libre, eh bien, à ce moment-là, on va vous demander un autre examen qu'on appelle un tympanogramme qui va permettre de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oreille moyenne et au niveau de la chaîne des osselets. Si votre surdité est une surdité de perception, c'est-à-dire que vous avez un problème soit au niveau de l'oreille interne, des cellules de l'audition ou du nerf auditif ou plus au niveau du cerveau, eh bien à ce moment-là, on va vous demander un examen qu'on appelle les potentiels évoqués qui vont permettre de situer le problème soit au niveau des cellules de l'audition, soit au niveau du nerf auditif. Et à partir de là, on va mettre en place la stratégie thérapeutique pour que vous ayez une réhabilitation de votre audition. Alors, comme on l'entend dans l'imagerie populaire, on dit cette personne est sourde. Est-ce que tout ce que vous décrivez là traduit effectivement cela une personne sourde? La surdité, en fait, va démarrer lorsque vous avez une perte de l'audition de plus de 20 décibels. 20-25 décibels. Là, on n'entend plus rien. En deuxième à 20 décibels, on considère que vous êtes dans une audition normale. En dessous de 20 décibels, au-dessus de 20 décibels, 20-25 décibels, vous commencez à entrer dans un processus de surdité. Mais le processus va se faire progressivement. C'est pour cela qu'au départ, les personnes qui n'entendent pas ne s'inquiètent pas. Ils ne font que demander aux gens de répéter, ils ne font que augmenter le niveau sonore. Si vous avez une perte de l'audition de 40 décibels, si on vous parle à 50 décibels, il n'y a aucun problème. Si on vous parle à 30 décibels, à ce moment-là, vous allez vous inquiéter. Et ensuite, il faut consulter. Et c'est pour cela que, peut-être on aura l'occasion d'en parler, les séances de dépistage, nous sommes, j'allais dire, très demandeurs des séances de dépistage pour que les populations puissent savoir qui commence à être sourd, à quel niveau de surdité il se trouve. Le dépistage, il se fait où Le dépistage se fait par tous les médecins ORL. D'accord. Et le dépistage ne pose en général pas de problème. Il suffit de faire un examen, une otoscopie, un audiogramme. Et même pendant le dépistage, on peut commencer déjà des soins parce que vous savez qu'une des causes de surdité de transmission dans l'oreille externe, dans le conduit, c'est les saletés et les bouchons de cérumen. Il suffit de les laver et la personne réentend tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut attendre d'avoir des signes avant d'aller certainement se faire diagnostiquer ou alors monsieur tout le monde peut régulièrement le faire? Alors, d'abord, comme on sait qu'il y a des bébés qui naissent sourds, il est fondamental de commencer par un dépistage à la naissance. Et c'est possible. À la naissance, avec un examen qu'on appelle le potentiel évoqué, on peut détecter les bébés qui sont sourds et savoir dès la naissance qu'il faut s'intéresser à ce bébé et mettre en place le processus de réhabilitation auditive. Et ensuite, utiliser, j'allais dire, les temps forts de l'éducation, entrer à la maternelle, entrer au CP1, entrer en 6e, etc.,
pour à chaque étape pouvoir mettre en place avec les autorités des processus de dépistage. De telle manière qu'on sait très bien que si les enfants n'entendent pas, eh bien c'est clair que les résultats scolaires vont être négatifs. C'est clair qu'ils vont avoir des retards de mise en place de la parole, parce qu'il faut entendre pour pouvoir mettre en place la parole, le système donc, de la parole. Et donc, on peut aller très vite avec le plan de dépistage. Alors, M. Camille, est-ce que vous avez eu la chance de faire le dépistage à la naissance de votre fille? Non, ça n'existe pas. Parce qu'à l'intérieur du pays, bon, c'est vrai que ce qui s'est passé, elle est née en Abidjan, mais nous avions la chance d'avoir notre belle-sœur qui était, je veux dire, dans le domaine de la médecine. Elle a juste regardé les papiers, tu vois, et puis on a dit que ça va. Mais c'est à l'intérieur, quand elle fait une crise de palu, bon, il n'y a pas d'infirmier là, il n'y a pas de sage-femme. Sur 20 km, on marche, on arrive, il n'y a toujours pas d'infirmier. Bon, 48 heures après, bon, c'est la catarrhe. C'est vrai que quand il dira les origines, vous verrez qu'il y a, en plus de tout ce qu'il y a qui naissent, mais il y a des raisons qui amènent à en arriver à là. Pour notre cas, il n'y a pas eu de dépistage. D'accord. À ce jour, ce n'est pas systématique, hein, le dépistage pour ça. Alors, il y a donc des expériences qui sont mises en route actuellement dans certains centres où on peut faire des dépistages. On fait des dépistages des enfants à la naissance. Mais c'est vrai que même au niveau des pédiatres, il serait peut-être intéressant qu'on puisse mettre aussi des systèmes de dépistage en place. Il y a des actions qui sont menées. Évidemment, c'est toujours insuffisant. C'est pour cela que tout à l'heure, je parlais de prendre des axes bien précis et de pouvoir, avec les autorités, mettre en place ces systèmes. Entrer l'école me semble quelque chose d'important. Entrer à la maternelle, entrer au CP1, entrer en 6e, entrer à l'université. Et même dans les entreprises. Quand vous entrez dans les entreprises, au niveau même des examens avant d'entrer dans les entreprises, de plus en plus, il est demandé aussi des audiogrammes et dans le cadre même du travail. Et les personnes âgées. Les personnes âgées oui, qui parce que progressivement... jusque-là, on se focalise sur oui. les enfants. Mais ce que j'allais vous demander, est-ce qu'avec l'âge, une personne adulte peut perdre l'audition? Tout à fait. Bon, sans compter toutes les pathologies et toutes les maladies possibles qui peuvent atteindre l'audition, la personne âgée, les cellules de l'audition vont progressivement, avec l'âge, avoir des soucis et l'audition va baisser. Et là aussi, il y a des solutions pour eux. Parce qu'il ne faut pas que la personne âgée reste isolée, le vieux qui est dans un coin qui n'entend pas, c'est normal. Ce n'est pas normal. Avant d'envisager, d'accord. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose avant, justement, de voir ce qu'on peut faire. Quelles sont les causes, justement, de ces troubles de l'audition? Bon, les causes sont multiples. Ça peut être des infections. D'abord, ça peut être des problèmes génétiques, des problèmes de malformation à la naissance. Ça peut être aussi des problèmes infectieux, des otites. Ça peut être des problèmes de traumatisme, des fractures de l'os de l'oreille qu'on appelle le rocher. Ça peut être aussi des problèmes dégénératifs, des problèmes de presbyacousie, etc. Et ça peut être aussi des problèmes tumoraux, ça peut avoir des tumeurs au niveau de l'oreille. Donc tous ces éléments-là, effectivement, militent à ce que dès que vous avez la moindre diminution de l'audition, il faut consulter un médecin et un ORL de préférence. Alors, lorsque on a déjà les signes, on est allé, on a consulté, le diagnostic est posé, vous avez donc une diminution donc de justement. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ça peut se soigner? Oui, je le disais tantôt, tout trouble de l'audition a une solution. Évidemment, si on a la cause, c'est beaucoup plus simple. L'infection, bien sûr, c'est un traitement médical. Les dégâts que vont faire l'infection, par exemple la perforation de la membrane tympanique ou les troubles au niveau des osselets, peuvent se réparer chirurgicalement, pas de problème. Et au niveau de l'oreille interne et des cellules de l'audition, lorsqu'elles sont inexistantes, par exemple à la naissance pour des enfants sourds, ou bien lorsqu'elles ont subi un certain nombre de pathologies qui ont fait qu'elles sont détruites, et puis on les remplace avec deux choses. D'abord, si l'audition
est légère ou moyenne, la perte d'audition est légère ou moyenne, il y a les appareils auditifs, les prothèses auditives que nous voyons qui se portent autour des oreilles, ou même à l'intérieur du conduit, qui vont permettre au sujet d'avoir une audition qui va remonter au niveau de sa perte, enfin un peu plus que sa perte. S'il a 40 décibels de perte, eh bien l'appareil est réglé pour lui envoyer du son à 50 décibels, il entend tout à fait, il ne va plus demander aux gens de répéter. Ça, c'est la prothèse auditive. Mais lorsque cette perte auditive de perception est supérieure à 80-90 décibels, nous entrons dans la partie de la perte auditive sévère et profonde. Et à ce moment-là, il faut mettre un implant cochléaire, qui est un appareil qu'on va mettre dans l'oreille interne de manière chirurgicale, qui va capter, avec une partie externe, qui va capter le son, le transformer en message électrique et le transmettre au nerf auditif. Et donc, les cellules de l'audition, j'allais dire, sont comme réanimées, réactivées, et le sujet, il va entendre. Soit il avait entendu et parlé déjà, donc il n'y a pas de problème, une petite rééducation, et il va pouvoir reprendre tout à fait ses activités, soit il n'a jamais entendu, comme ces enfants qui naissent sourds, eh bien à ce moment-là, l'oreille naît. Donc il faut que progressivement, l'enfant mette en place sa compréhension et sa parole. Donc ça va lui prendre à peu près une rééducation de presque 2 ans à peu près. Mais l'intérêt du dépistage est important, c'est que si l'enfant est dépisté avant 5 ans, c'est possible encore, puisque le message va avoir sa place. Parce qu'au niveau du cerveau, c'est comme un lotissement. La zone qui doit recevoir les impulsions auditives, elle est là jusqu'à 5-6 ans. Au-delà de 5-6 ans, cette zone, elle est colonisée par les autres fonctions autour. Donc, si on ne fait pas avant les 5 ans, après, ce n'est plus possible d'utiliser l'implant cochléaire. À ce moment-là, on vous envoie donc dans la gestuelle et dans la lecture labiale. Alors, votre enfant a eu la chance, donc, je vais dire, vous avez pu détecter ces troubles-là avant 5 ans. Est-ce qu'elle a été, je vais dire, quelle a été la prise en charge? Voilà. À la réalité, nous sommes heureux aujourd'hui de savoir que, sur cette antenne, avec l'éminent professeur, les solutions sont. Hier, ce n'était pas la même chose, parce que quand nous avions découvert, le professeur d'alors qui nous recevait nous a dit, même si on doit pouvoir parier, il faut attendre qu'elle ait 7 ans. Donc attendez doucement, quand elle va avoir les 7 ans, vous allez revenir. Donc on a dû aller nous terrer rapidement à l'intérieur, attendre que les 7 ans arrivent pour qu'on puisse... Attendre à ne rien faire, il n'y a pas à ne rien faire, jusqu'à ce qu'on ait les 7 ans pour reprendre et entendre dire, ces années après, qu'on aurait dû commencer tôt. Ça veut dire que c'est pour ça justement cet engouement à notre niveau de dire il faut avertir, il faut partir partout et donner la bonne nouvelle, parce que c'est une très bonne nouvelle qu'on apprend là et ça permet de pouvoir expliquer aux uns aux autres pour pouvoir permettre que cela puisse être. Nous n'avons pas eu cette chance-là qu'on a aujourd'hui, sinon c'était à 1 an et demi, on aurait pu trouver la solution. Bon, mais on ne regrette pas parce que finalement, c'est vrai que le palliatif qui est aujourd'hui, ça aussi il faut le reconnaître, que notre État a choisi plus la langue des signes et plutôt que la voie médicale. Mais là, comme il y a les solutions, donc ça va encore demander toute une autre dimension, toute une autre approche qui nous permet de pouvoir prendre ce volet médical. Et c'est très important, c'est pour ça que nous vous disons très grand merci pour cela. Alors, vous êtes parent de handicapés auditifs. À partir de quel moment on parle de handicap auditif, professeur? Alors, je voudrais dire d'abord que la médecine évolue effectivement et c'est vrai que nous avions eu des attitudes il y a des dizaines d'années qui ne sont plus les mêmes. Et donc, même au niveau même de l'implant cochléaire, il y a 30 ans, c'était pratiquement inexistant. Il y a 20 ans, ça a commencé à monter en puissance. Et même en Côte d'Ivoire, avec tous les efforts que nous avons faits, ce n'est qu'en 2015, en décembre 2015, que nous avons commencé à faire des implantations cochléaires en Côte d'Ivoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les réponses que nous avons sont tout à fait différentes de ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc, mais le handicap auditif, c'est le fait de ne pas pouvoir entendre. D'accord. Le fait de ne pas pouvoir entendre, mais il faut aussi voir que le fait d'entendre
c'est vrai, nous permet donc d'être en relation avec les autres et de communiquer, mais nous permet d'être en alerte. Nous allons, quand nous entendons les signaux autour de nous, ça nous permet de savoir qu'il y a un problème à droite, un problème à gauche, par exemple. Donc, il faut aussi savoir, au-delà de l'audition, qu'à côté des cellules de l'audition, vous avez les cellules de l'équilibre, qui participent à l'équilibre. Donc, l'oreille participe aussi à la sensation et à la capacité de savoir quelle est la position de la tête et du corps dans l'espace. Donc, c'est pour aller un peu plus loin que l'audition. Absolument. Alors, vous, en tant que parent pour handicapés auditifs, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui doit être fait, justement, pour améliorer les conditions de vie de ces malades? À la base, nous, on n'a pas envie de dire malade. On n'a pas envie de dire malade parce que quand on parle de personnes en situation de handicap, nous pensons que la maladie maltraitée ou certaines raisons que le professeur a tout à fait bien définies tout à l'heure là, c'est ce qui permet qu'à la finalité, on a cette situation de manque. Et là, Dieu merci, il y a des solutions, soit par appareillage, soit par la langue des signes, soit par la lecture labiale. Ce sont des approches qu'on donne aujourd'hui. Nous pensons qu'il aurait été intéressant que ce soit systématique. Ça, en Allemagne, on nous disait, pour faire la détection précoce, comme on le dit, ce n'est pas un appareil qui coûte cher, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Il aurait simplement fallu que les hôpitaux, même, ne serait-ce même que les CHR, ne serait-ce commencer par là. Et comme il a dit tout à l'heure, les pédiatres et d'autres qui s'occupent des naissances, nos infirmières dans les sages-femmes, tout ça, dans les maternités, qu'on ait cet appareil qu'ils aient appris, juste qu'on détecte, qu'on voit que ce sujet, cet enfant est susceptible de devenir. En ce moment-là, la prise en charge commencerait. Et nous pensons que la prise en charge, elle va surtout vers les personnes, je vais dire handicapées auditives, mais avant que la personne handicapée auditive soit consciente de cela, il y a d'abord le parent qui va savoir, qui va subir ce choc de savoir qu'il ne pourra pas parler avec son enfant, les autres qui vont pouvoir parler autour. Donc nous pensons que cette prise en charge doit aller au-delà. On prend les parents qui acceptent le handicap de leur enfant et qui commencent eux-mêmes à aider et à participer au processus parce que le professeur jouera son rôle, mais à la fin, l'enfant vient à la maison. Imagine qu'on mette un appareil que le parent ne suit pas, ne sait pas ce que ça fait, mais on va jeter ça. Mais imagine même qu'on doit apprendre la langue des signes. Mais si l'enfant trouve qu'il est différent des autres et qu'il n'a pas l'affection qu'il faut, il n'est pas intégré à la maison, il n'est pas inséré, un souci. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il est grand temps, puisque, comme il a dit, la médecine évolue, les parents qui hier fuyaient, rejetaient les enfants, acceptent les enfants aujourd'hui, ils font le deuil du handicap de leur enfant. On a besoin que des solutions soient trouvées. Il faut que les politiques s'y mettent. C'est un fait des sociétés. C'est important. 6 enfants sur 1000 naissent sourds. Ça, quand on le sait, le problème de sorcellerie est réglé. Mais oui, parce qu'on n'a pas les raisons. Et là, comme on dit non, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je veux dire que toutes les raisons aussi, aujourd'hui, sont là pour qu'on puisse convaincre le citoyen lambda que ce n'est pas une fatalité. On peut régler, ça arriver. C'est ça. Merci beaucoup, M. Kabi. Alors, pour terminer, professeur, est-ce que ces traitements, ces soins sont accessibles? Oui, les soins sont accessibles. Même si les ORL ne sont pas suffisants pour couvrir tout le territoire national, il y a quand même des centres qui peuvent s'en occuper. Ce que je voudrais dire, c'est que même nous-mêmes, ORL, en plus de... Parce qu'à l'hôpital, il faut attendre que les malades arrivent. Nous avons aussi, par la Société Voyante d'ORL, nous avons fait des campagnes de dépistage. Nous avons mis en place aussi une ONG qui s'appelle l'Organisation ivoirienne pour la parole et l'audition, qui a du matériel qui est disponible, qui peut se déplacer, tout le matériel est portatif, peut se déplacer avec des spécialistes partout sur le territoire national. Le seul problème, c'est de pouvoir nous contacter et de pouvoir mettre en place les programmes et les missions. Tout est prêt, mais évidemment, c'est vrai que pour mettre en place ces missions, il faut qu'on soit contacté, il faut que soit demandé. Que vous soyez contacté par... Mais par tous ceux qui veulent que l'on puisse faire chez eux, dans leurs entreprises, dans leur école, dans leur église, où se rassemblent
les mairies, les conseils régionaux, où on peut rassembler du monde, eh bien, on peut partir partout sur le territoire national. Disons vulgariser, donc, réaliser ce dépistage. Réaliser les tests de dépistage, D'accord. mais savoir qui a un problème, soit on peut le régler sur place, soit on peut le mettre dans un projet pour régler ce problème. Et que le patient, enfin celui qui est venu faire son dépistage sache ce qu'il a. En plus de cela, nous pouvons, chaque personne dépistée a un certificat médical qui dit ce qu'on a trouvé et ce qu'on doit faire, ce qu'on lui propose. Et ensuite, vers quelle ORL il peut aller dans la zone où il est, les ORL qui sont les plus proches possibles, les centres qui sont les plus proches possibles. Et même pour la structure qui nous a déclenché, on peut leur donner des statistiques sur ce qu'ils ont comme population au niveau des problèmes auditifs. Mais quand nous nous déplaçons, faisons un examen ORL, c'est-à-dire qu'on va regarder aussi le nez, on va regarder aussi la gorge. S'il y a d'autres problèmes là-bas encore, puisque nous sommes des spécialistes, on peut aider. Donc voilà, mais il faut qu'on soit prévenu, il faut qu'on soit déclenché, il faut que la mission puisse se mettre en place. D'accord, voici donc l'appel qui est lancé. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes au CHU de... Je suis le chef du service ORL du CHU de Cocody. Voilà. Et l'ONG est située à la Riviera 3, mais par votre canal éventuellement. On peut donc nous contacter. Bien sûr, en tout cas, merci. Et tout ORL oui. sur la place, tout ORL sur le territoire national est apte aussi à pouvoir gérer cette situation. En tout cas, merci à vous pour toutes ces informations, professeur Adjoarit Pascal. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire d'otorino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. Merci encore d'être venu également. Merci à vous, monsieur Camille Tano-Kwasi. Vous êtes le président de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Les programmes se poursuivent sur Média.